Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, bienvenue à cette émission majuscule Propos. Nous allons revenir aujourd'hui sur l'actualité. L'actualité oblige le conflit Ukraine-Russie, Russie-Ukraine, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons examiner, surtout essayer de lire entre les lignes et surtout de voir l'impact que ce conflit a ou aura sur le continent africain et sur le monde d'une manière générale. Mais comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous allons tout d'abord examiner la situation du côté du continent africain et de l'impact que ce conflit pourra avoir. Quelles sont les forces en présence et surtout qui sont ces forces-là, les forces visibles et les forces invisibles, qui sont les véritables acteurs et surtout quelles sont les raisons derrière ce conflit. Pour comprendre en tout cas, les détails de ce sujet. Ici, dans nos studios à Kigali, je suis avec Gatabazi Tite Rutikanga. Il est analyste politique, il est journaliste et surtout, il est juriste également. Bienvenue Gatabazi, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir Toujours invité. très heureux d'être avec vous. Ah, c'est toujours un plaisir. Hein? Voilà. Vraiment. Et depuis Bangui, en République centrafricaine, nous sommes rejoints par Christian Betty Gezam, qui nous rejoint donc depuis la capitale. Bonsoir Christian. D'être sur majuscule propos. Voilà, merci beaucoup. Et je disais tout à l'heure, c'est depuis le 24 février que les forces de Moscou ont mis pied sur le territoire ukrainien et tous les journaux, toutes les télévisions du monde entier ont décrit la situation, parfois de travers, parfois avec précision. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, on aimerait d'abord savoir depuis le 24 février et jusqu'à ce jour, c'est quoi la situation sur terrain. Je parle bien de la guerre sur terrain et puis on va voir de manière beaucoup plus évasée l'impact de ce conflit. D'abord, on va suivre cet élément et on revient tout à l'heure. Au 11e jour de l'invasion, les forces russes maintiennent la pression sur le sud de l'Ukraine et sur Kiev. Mais l'Ukraine résiste. Samedi, l'armée ukrainienne a publié une vidéo montrant un hélicoptère de combat russe abattu par un missile. De son côté, le président Vladimir Poutine a menacé de priver le pays de son statut d'État et a comparé les sanctions internationales à une déclaration de guerre. Mais le président ukrainien, à l'image de son peuple, résiste. Notre peuple ne recule pas, n'abandonne pas, ne cesse pas la résistance. Il crie aux occupants « Rentrez chez vous ». C'est pourquoi il faut les repousser de nos territoires. Il faut bloquer leur chemin. Les Ukrainiens ne reculent pas. Comme ici à Kiev, des centaines d'hommes font la queue pour s'engager dans les forces armées ukrainiennes. Un décret gouvernemental interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays afin qu'ils restent disponibles pour se battre. La capitale ukrainienne est l'un des principaux objectifs des forces russes qui préparent l'encerclement de la ville. Ce samedi, la bataille qui a débuté à Irpin, située à 15 km de Kiev, pourrait leur ouvrir la route de la capitale. Cette semaine, après de violents combats, de nombreuses villes stratégiques comme Kherson sont tombées, désormais sous contrôle russe. Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo d'une base militaire près de Kherson, indiquant que les militaires ukrainiens ont quitté leur position, laissant la base avec du matériel, des armes et des munitions. Moscou communique beaucoup plus par rapport au début de la guerre. Ce samedi, l'armée a diffusé des nouvelles images montrant des armes abandonnées par des Ukrainiens. Selon Moscou, il s'agirait d'équipements militaires ayant été donnés par l'OTAN. L'armée russe a également annoncé samedi après-midi avoir repris l'offensive après le report de l'évacuation des civils de Mariupol. Selon le maire de la ville, les bombardements des derniers jours ont fait des milliers de blessés et les forces russes empêchent l'arrivée d'aliments et de médicaments. Selon l'ONG Médecins sans frontières, à Mariupol, la situation humanitaire est catastrophique. Voilà, c'est le décor est planté par rapport à la situation sur terrain. Gatabazi, c'est une situation presque inimaginable. Il y a quelques semaines, les scènes qu'on voit, c'est des scènes d'une vraie guerre,
bataille qui fait rage. Est-ce que on peut comprendre aujourd'hui les raisons, les vraies raisons de la présence de l'armée russe ou de la Russie en Ukraine aujourd'hui? Merci. En politique, il y a toujours des mobiles apparents et des mobiles cachés. Mais ce qu'on sait, ce qui s'est dit, ce qui a été répété plusieurs fois, c'est que les Occidentaux ont violé les conventions signées les années 90 avec Gorbatchev. Les Occidentaux ont essayé de priver Moscou de sa zone d'influence. Il y a deux pistes, faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN et simultanément dans l'Union européenne. Et Moscou a dit que ça c'était une ligne infranchissable. Des promesses ont été faites à l'Ukraine en termes d'investissement, en termes d'aide, en termes de renforcement des capacités militaires. Ça n'a pas été fait. Moscou a prévenu, si vous continuez les négociations, je vais faire la guerre. Et bien voilà, la guerre est là, nous sommes en train de la vivre quasiment en direct. Voilà. Je pense qu'il y a eu des tractations, la diplomatie aura beau essayer. Christian Guézam, vous êtes ancien diplomate, je le disais tout à l'heure lors de la présentation. Est-ce que vous, en tant que diplomate, vous pouvez dire que la diplomatie a failli pour prévenir ou sinon pour empêcher ce conflit? Je dirais, avec ça c'est mon opinion personnelle, que la diplomatie a failli entièrement et que le premier diplomate dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, le premier diplomate a été le président de la Fédération de Russie, a été la Russie elle-même. Je parle de cette manière sous mon expérience de diplomate. Le président de la Fédération de Russie a plusieurs fois fait part de ses inquiétudes par rapport au fait que l'Ukraine puisse intégrer l'organisation de l'OTAN, comme vous le savez. Et mon co-débatteur le disait précédemment, que c'est malheureux, mais il y a eu violation de plusieurs conventions, de plusieurs accords de la part de l'autre partie, des Occidentaux, par rapport à la Russie. Et à un moment donné, là où la diplomatie a failli, ça nous a amené au conflit là où on est aujourd'hui. Donc oui, la diplomatie a failli, mais je tiens à rappeler que le premier diplomate dans cette histoire a été la Fédération de Russie, même si ça peut déplaire à beaucoup d'entendre ce propos. Vous dites que vous parlez, vous évoquez les Occidentaux et tout à l'heure, l'autre invité également a parlé du non-respect des accords passés entre les Occidentaux et la Russie. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est l'Ukraine qui paye le pot cassé? L'Ukraine paye le pot cassé parce que l'Ukraine, c'est carrément, je dirais, c'est le salon de la Russie. C'est aujourd'hui, si l'Ukraine qui intégrerait l'OTAN, mais c'est comme si aujourd'hui l'OTAN était déjà en Russie. Et il resterait plus qu'à rentrer dans la chambre maintenant de la Fédération de la Russie. Donc, je ne suis pas là pour prendre parti, je suis vraiment objectif dans ce que je dis. La Russie ne peut pas permettre qu'on vienne en Ukraine, qui est aujourd'hui, comme je dirais, son salon, c'est carrément sa porte, la porte de son salon, et qu'on puisse s'installer, parce qu'il y a en filigrane un projet, un agenda caché que les Occidentaux connaissent eux-mêmes. La Russie sait ce qui est en train de se passer en filigrane. L'OTAN, les États-Unis et leurs alliés savent ce qui sont en train de se passer en filigrane. Et il y a un acteur qui a décidé d'anticiper. Bien sûr, après avoir été diplomate à un certain niveau. Et vous savez, chacun a ses limites. Hein. Il y a des personnes qui peuvent parler pendant des siècles. Il y en a qui peuvent juste parler pendant un mois et qui considèrent que les
le temps de parler est terminé. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec la Fédération de Russie. Je pense que la Fédération de Russie a estimé que le temps des paroles dans ce dossier était déjà passé et qu'il fallait maintenant passer à une action. C'est malheureux. C'est malheureux ce qui est en train de se passer. Personne, je pense, ne se réjouit de ça. C'est vraiment malheureux, mais ça aurait pu être évité. Gatabazi, tout à l'heure, vous parliez de l'OTAN et du non-respect des accords. Déjà, peut-être pour la nouvelle génération et des gens qui ne sont pas très bien informés, vous évoquez les débuts des années 90 avec la chute du mur de Berlin, avec la fin de l'URSS. Essayez un peu de nous faire le tableau de la situation à cette époque-là. Qu'est-ce que les nations, je dis les grandes nations, entre guillemets, se sont promis? Ben, il y avait deux blocs à l'époque, ce qu'on a appelé la guerre froide. Il y avait le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. À l'Est, il y avait l'URSS et des pays satellites. Et à l'Ouest, il y avait l'Europe et les États-Unis. Et pour ceux qui ont visité la ville de Berlin, vous avez des stigmates de cette séparation. Le mur de Berlin a encore des stigmates dans la ville de Berlin. Mais en 90, il y a la chute du mur de Berlin, il y a la politique de Gorbatchev qu'il appelle la perestroïka et qui entraîne comme ça la chute du mur de Berlin et la désintégration de l'URSS. Beaucoup d'États proclament leur indépendance. Et donc, dans l'enthousiasme, on a dit que c'était la fin de la guerre froide. Et donc, le bloc de l'Ouest, parrainé par les États-Unis, promettent aux Russes qu'ils ne vont pas étendre l'OTAN. L'OTAN qui est l'organisation pour défendre les pays de l'Ouest. Les États-Unis dont vous parlez ici, ce sont les États-Unis, c'est avec le départ de Ronald Reagan et l'arrivée de Bush père, qui était aux affaires au début des années 90. Oui, Bush père. Donc ils promettent, et avec l'aval du pape Jean-Paul II, qui était polonais, qui connaissait très bien, qui aura été un des grands diplomates, qui a d'ailleurs aidé à la désintégration de l'URSS, avec sa fameuse phrase en Pologne où il a dit « N'ayez pas peur ». Il s'adressait aux communistes. Le pape Karol. Voilà. Et donc voilà, ramasser rapidement, il y a une promesse ferme que les nouveaux États ne pourront pas intégrer l'OTAN. Ceci a été violé, je crois qu'il y en a, de mémoire, il y en a 3 qui sont membres de l'OTAN. Et quand ils deviennent membres, eh bien, les États-Unis viennent installer des armes dans ce pays-là. Les armes qu'on installe, c'est contre qui? C'est contre la Russie, ce n'est pas contre les autres petits pays. Et donc, nous en sommes là à solliciter l'Ukraine aussi. Et là, Poutine dit, trop c'est trop, ça ne va pas se passer comme vous l'avez fait à plusieurs reprises. Et donc, l'Ukraine, vous avez demandé ça tout à l'heure, l'Ukraine est en train de payer le désaccord entre Moscou et Washington. Pourtant, c'est l'Ukraine qui est la scène des violences. Christian Betty, vous qui êtes diplomate, c'est une situation, en tout cas, qu'il ne faut pas lire dans les passés récents. C'est une situation qui, apparemment, comme le décrit Gatabazi, qui date d'une trentaine d'années. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un conflit avec le non-respect des accords? Parce que le non-respect, déjà, on voit que ça a commencé déjà au lendemain des accords. C'est un conflit inévitable. Est-ce que vous, diplomate que vous êtes, c'est quelque chose qui était inévitable? C'est un conflit qui aurait pu être évité. Il faut partir
du principe que lorsque les pays, les pays qui faisaient partie de l'ex-URSS, ceux qui ont rejoint l'OTAN, comme le disait mon co-débatteur, ces pays-là, l'OTAN vient dans ces pays et installe des armes. Et ces armes, précisément, ce sont des missiles. Ce sont des missiles qui sont dirigés vers la Russie. Donc, ces pays-là, où on installe ces armes, la Russie regarde automatiquement ces pays comme une menace. Maintenant, quand je dis que ça peut être évité, ça pouvait être évité parce que le président de l'Ukraine, le président ukrainien, lui-même connaît les rapports de force qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Le président ukrainien est ukrainien. Le président de la Fédération Russie disait que l'Ukraine et la Russie, ce sont des pays frères, ce sont des nations sœurs. Ils ont la même culture, ils ont la même mentalité, ils se comprennent. Donc, le président ukrainien savait très bien que les propos que le président de la Fédération de Russie annonçait par rapport à l'intention de l'OTAN d'intégrer la Russie dans l'OTAN et à l'intention également de l'Ukraine, plutôt à l'intention de l'OTAN d'intégrer l'Ukraine dans son organisation et à l'intention de l'Ukraine d'y accéder parce que l'Ukraine y était favorable. Le président de l'Ukraine savait très bien que ce conflit était possible. Donc aujourd'hui, je dis que ça pouvait être évité parce que si le président ukrainien avait mieux jaugé les rapports de force, avait mieux lu la situation, il aurait pu éviter à son peuple ce qui est en train de se passer. Je ne cautionne pas l'attaque de la Russie envers l'Ukraine. Je condamne fermement toute violence envers un peuple. Mais le fait est qu'un dirigeant qui est à la tête de son pays a la responsabilité de protéger son peuple. Renoncer à des intentions qu'on a pour son peuple, même si on pense qu'elles sont bonnes, dans le cas de figure où on sait qu'un pays étranger peut nous attaquer, et surtout lorsqu'on sait que le rapport de force est inégal. Et ça aurait pu être évité. Ce n'a pas été parce qu'au niveau des dirigeants ukrainiens, pour moi, ils ont mal jaugé la situation. Vladimir Poutine parle de, parmi en tout cas les raisons ou les motifs, il parle de, là je cite, démilitariser et dénazifier l'Ukraine. C'est quand même fort ce qu'il dit. C'est très fort ce qu'il dit. Ce qu'il dit est très fort. En fait, ce que le président de la Fédération dit est très fort. Après, vous savez, en politique, il y a un grand fossé entre ce qu'on dit et ce qu'on pense, entre ce qu'on dit et ce qu'on croit. Vous connaissez la célèbre maxime d'un grand penseur contemporain qui disait, il y a très longtemps, c'est Machiavel qui disait, il y a très longtemps que j'ai cessé de croire ce que je dis et que j'ai cessé de dire ce que je crois. Et vous savez que Machiavel a été un grand penseur politique pour ce monde. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les propos de Vladimir Poutine, par rapport au fait de dénazifier, démilitariser et sauver en fait certaines républiques d'un génocide, ça, ce sont des éléments de langage qui ont été choisis. Ça, c'est de la politique politicienne. Après, il peut également avoir, en tant que président de la Fédération de Russie, selon l'histoire de son pays, il peut avoir également une certaine vision de l'Ukraine. Vous savez que le président de la Fédération de Russie est très attaché à l'histoire de son pays et puis à la grandeur de l'ex-URSS. Donc, il peut être dans certaines pensées, mais pour moi, ce sont des éléments de langage qui justifient seulement cette guerre aujourd'hui. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, je le répète, c'est vraiment dommage qu'on en arrive là parce qu'il y a des familles qui sont en train de périr. Mais il y a des responsables et les responsables se connaissent, le monde les connaît, même si ça ne plaît pas à tout le monde, les responsables sont les dirigeants ukrainiens. Les premiers responsables, c'est les dirigeants ukrainiens. Et ensuite, pour moi, ce sont les États-Unis, l'Europe et leurs alliés. Parlant de l'Europe, les États-Unis, vous parlez de l'Occident. Est-ce que, Gatabazi, il faut dire que
Poutine qui parle des nazis, il est même allé loin en disant que le président ukrainien était sous l'emprise des nazis. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste qui veut noyer son chien l'accuse de rage? Il y a un groupe nazi en Ukraine, mais il est très minoritaire. Et les nazis, il y en a en Autriche, il y en a en France, il y en a en Hollande, il y en a en Belgique. Vous avez des mouvements comme ça en Italie. L'Europe est gangrénée par des mouvements nazis aujourd'hui. Mais ça n'est pas la raison majeure. On a vu quelques photos des saluts nazis, des scènes nostalgiques. Mais comme il le dit si bien, c'est un élément de langage. Les minorités russes en Ukraine ne sont pas menacées à ce point. Pour dire on va faire la guerre pour aller sauver nos cousins qui sont menacés. La raison, elle est ailleurs. Voilà. Alors maintenant, on a senti une certaine solidarité de l'Occident. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'Occident. Comment déjà expliquer, comprendre cette solidarité-là? C'est une solidarité positive ou c'est une solidarité négative? Est-ce qu'on réalise aussi les vraies questions qui sont sur la table ou en tout cas c'est une bonne occasion de faire front commun contre la Russie? Un front commun, il n'y en aura pas. La solidarité, elle vient avec beaucoup de retard. Et c'est des incantations. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'on a poussé l'Ukraine dans la guerre. Et derrière ça, on ne fait rien. Donc aujourd'hui, on réclame... Vous voulez dire que c'est une guerre que l'Ukraine n'a jamais souhaitée? Ce n'est pas de son choix? Ça n'est vraiment pas le choix de l'Ukraine. L'Ukraine s'est adossée à l'Occident. Quand je dis Occident, je dis Europe plus États-Unis. Il faut le comprendre comme ça. L'Ukraine s'est adossée en tout cas, le leadership de l'Ukraine aujourd'hui, qu'on traite de pro-européen, s'est adossé à l'Occident. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu la guerre venir. Comme on disait tout à l'heure, le rapport de force, il va de 1 à 50. L'Ukraine ne peut pas faire face à la Russie militairement. Et l'Occident a commis 2 fautes majeures en politique et en diplomatie. Ils ont sous-estimé, voire même méprisé Poutine et la Russie. Et ils ont menti à l'Ukraine. Ils ont très mal évalué la situation en pensant que Poutine faisait du bluff. Il n'ira pas jusqu'à faire la guerre. Vous voulez dire que Poutine les a pris à contre-pied, ou plutôt à pied levé? Non, il a dit ce qu'il allait faire, et il l'a fait. C'est rare. Personne n'a cru en ses paroles. N'était-il pas aussi sérieux dans ses propos? Il pensait que la situation économique du pays ne le permettait pas. Il pensait qu'attaquer un pays souverain, ce serait violer le droit international. Il pensait que l'OTAN lui faisait peur au point où il n'allait pas déclencher la guerre. Et que finalement, il accepterait, comme il a accepté précédemment, il accepterait que l'Ukraine intègre les 2 organisations moyennant un saupoudrage pour dire on ne va pas installer des boucliers antimissiles là-bas, on ne va pas installer des têtes nucléaires. Ils ont naïvement pensé que Poutine n'allait pas déclencher la guerre. Voilà. Alors aujourd'hui, Christian Béti, jusqu'où Poutine pourra aller? Sur ce que mon co-débatteur a dit, je suis d'accord avec la majorité de ses propos et il y a un propos sur lequel je suis en contradiction.
Pour moi, dire que les Occidentaux, que l'Europe et les États-Unis, l'OTAN a été naïf en se disant que non, Poutine n'ira pas jusque-là, je dirais c'est donner crédit. Ce serait donner trop de crédit, en fait, à ces dirigeants. Ils savaient ce qu'ils faisaient. L'Ukraine paye aujourd'hui parce qu'il y a des personnes dont le conflit ukrainien arrange. La guerre en Ukraine, pour moi, aujourd'hui, arrange certains intérêts des Européens et de leurs alliés. Donc, je veux dire les États-Unis et l'Europe. Ça arrange certains pays. Parce que c'est, vous savez, Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 22 ans à peu près. Et que ce soit le président Biden, les différents présidents français qui se sont succédés, différents... Il est parti, il n'est pas resté 22 ans d'affilée au pouvoir. Oui, il n'est pas resté 22 ans d'affilée, certes, mais il était toujours la personne qui avait quand même la main forte. Même si, vous savez, lorsqu'il était Premier ministre, on sait comment ça se passait en filigrane, qu'il était au pouvoir. Donc, il a été sous les ordres de Medvedev. Oui, Medvedev, il était Premier ministre de Medvedev, certes, mais bon, ça c'est un autre débat. Non, c'était juste une parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, a traité avec plusieurs présidents américains, plusieurs présidents européens. Et plusieurs d'entre eux savent jusqu'à quel point il peut aller. Je ne dis pas que tous le savaient. Certains dirigeants, certaines personnes ont eu la naïveté de se dire, comme le disait mon co-débatteur, non, la situation économique de la Russie ne va pas leur permettre de rentrer dans un conflit, il ne va pas oser aller jusque-là, violer le droit international et s'exposer à tout genre de sanctions. Mais il y en avait, les plus avisés, les plus machiavéliques, je dirais même, savaient que Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, franchirait ce pas. Et en franchissant ce pas, ça les arrangeait parce que aujourd'hui, la Russie est le mouton noir. On jette l'opprobre sur la Russie. Regardez, c'est la Russie qui invade. C'est la Russie, excusez-moi, c'est la Russie qui envahit. C'est la Russie qui fait la guerre. Maintenant, toute sanction contre la Russie, tout le monde contre l'ours russe, ça arrange certains pays et il fallait qu'il y ait une victime expiatoire, je dirais, qui paye le pot cassé. Et c'est l'Ukraine qu'on a piégée, qu'on a envoyée dans ce piège. Et aujourd'hui, c'est triste. Maintenant, comme vous me dites, la question c'est jusqu'à quel point Vladimir Poutine peut aller. Les dirigeants russes sont des dirigeants qui sont avisés. Ils ne se sont pas levés aujourd'hui pour dire « Allez, on rentre en Ukraine et on casse tout ». Non, ils ont fait une étude bien calée. Ils savent que le monde allait se lever contre eux. Et quand je dis le monde, vous savez de qui je parle. Et ils savent que des sanctions allaient venir. Ils ont étudié la résistance qu'eux, ils pourraient avoir face à ces sanctions. Ils savent là où ça va leur faire mal. Ils savent combien de temps ils peuvent tenir, comment ils peuvent tenir. Ils ont étudié avant de rentrer dans cette guerre. N'oublions pas que le président Vladimir Poutine est un homme de terrain, c'est un ancien du KGB, c'est un homme de renseignement, je dirais carrément, c'est un homme d'armée. Et la majorité des dirigeants à la tête de la Russie, ce sont des gens qui ont servi. Donc, il est prêt à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire quoi? C'est faire plier les Occidentaux afin qu'ils arrêtent et qu'ils cessent le projet d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Vladimir Poutine s'arrêtera le jour où ce projet va être avorté, où on n'en parlera plus, ça va être mis dans les tiroirs et on va dire, OK, l'Ukraine, en fait, carrément une capitulation, si vous voulez. Donc, il est prêt à aller jusqu'à là. Et ça veut dire qu'il est prêt à aller très loin. Et je voudrais finir sur ce propos en disant, ça fait une dizaine de jours que ce conflit se passe. Ce conflit aurait pu beaucoup plus rapidement qu'il ne se passe actuellement. Parce que, comme le disait mon co-débatteur, le rapport de force, c'est 1 contre 50. Le président ukrainien lui-même a reconnu que l'armée ukrainienne face à l'armée russe, ils ne peuvent pas tenir, mais ils se battent pour leur pays. Mais ce qui est là, c'est que aujourd'hui, le président de la Fédération de Russie et les dirigeants russes ne veulent pas
faire des dégâts humains conséquents en Ukraine. Voilà pourquoi ce conflit-là actuellement perdure dans le temps. S'ils avaient la volonté d'envahir totalement l'Ukraine, ce serait beaucoup ce dimanche. Mais ils ne veulent pas arriver au niveau où on doit tuer des familles, écraser des humains et avancer et on prend tout le pays. Ce n'est pas leur volonté. Si c'était ça leur volonté, aujourd'hui on ne parlerait plus de ce conflit. Le régime de Kiev serait déjà tombé, le président ukrainien serait peut-être capturé ou en fuite et aujourd'hui l'Ukraine serait annexée à la Russie. Ce n'est pas leur volonté. Ils veulent éviter une crise vraiment humanitaire. Voilà pourquoi Vladimir Poutine parlait d'opération militaire. Voilà. Est-ce que aussi, si on regarde dans le passé récent, il y a quand même une situation qui a interpellé plusieurs observateurs. C'est la situation en Syrie où la Russie semble avoir s'en est sortie plutôt avec fierté. Est-ce que ça n'a pas donné ou poussé des ailes à Poutine en se disant, écoutez, les Américains, tout le monde a annoncé Assad parti, on lui donnait quelques jours, comme ça a été le cas avec les autres dirigeants, notamment dans le monde arabe, et avec l'intervention russe, finalement, le régime ou le pouvoir de Bachar al-Assad reste aux affaires. Est-ce que ça n'explique pas aussi il s'est dit, non, écoute, après cette étape, je vais continuer mon bonhomme de chemin. Comme le disait notre ami qui est à Bangui, ils ont fait la guerre à Bachar el-Assad. Ils ont exigé son départ. C'était la condition sine qua non. Assad doit partir et après on va négocier. Poutine l'a porté à bout de bras. Seul, il a résisté et Assad est resté. Mais pas loin de la Syrie. Ils ont quitté l'Afghanistan sur la pointe des pieds. Ils ont fait la guerre pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, ils disent « Ah non, non, on est fatigué, là, on rentre à la maison. » Qu'est-ce que vous avez fait? Ben rien. On redonne le pouvoir à ceux qu'on combattait. Poutine regardait ça, le monde entier regardait ça. Donc il en a tiré les leçons. Oui, ouais. Effectivement, la Syrie est un précédent, l'Afghanistan était un très mauvais précédent, la Libye était un très mauvais précédent, et aujourd'hui, l'Ukraine. Voilà. On va un tout petit peu quitter Kigali, et on va quitter Kigali et Bangui pour nous rendre à Abidjan, où nous sommes rejoints par le docteur Sylvain Guessant. Bonsoir, docteur, depuis Abidjan. Bonsoir, monsieur. Voilà, on a parlé du conflit Russie-Ukraine avec son impact sur l'Afrique et sur le monde. J'aimerais bien, avec votre intervention, docteur, déjà, vous comprenez la présence de la Russie en Ukraine, en quelques mots? Bon, ce qui nous a été donné d'entendre et de lire un peu partout, le président Poutine a justifié sa présence en Ukraine. L'Ukraine étant perçue comme le berceau de la Russie, et également les points d'accord entre le président Gorbatchev et le président Bush, afin que l'OTAN ne s'étende pas plus à l'est vers la Russie. Ce sont des raisons en tout cas que le président Poutine a avancées pour justifier sa présence en Ukraine. Alors, peut-être vite là, j'aimerais bien qu'on parle de l'impact maintenant de ce conflit vu d'Afrique. Est-ce que, pour ce qui est du continent africain, est-ce que c'est un conflit que nous, Africains, on doit observer de quel angle, à quel point ça nous touche, ça nous impacte? Merci. Vous voyez, que ce soit la Russie, l'Ukraine, l'OTAN, tous ces pays ont assez d'experts pour faire les analyses géopolitiques et géoéconomiques. Il nous revient à nous, Africains, de mettre ensemble nos intelligences, nos capacités,
de sorte à anticiper sur les incidences politiques, économiques, sociales de cette crise qui se déroule en Ukraine. Déjà que l'Afrique dépendrait du blé mondial de 30%, imaginons un peu les incidences de l'augmentation du coût du blé sur nos pays. Je vais parler de nos différentes capitales que je connais, Abidjan, que ce soit Dakar, que ce soit Ouaga, que ce soit ces capitales-là qui dépendent plus ou moins du blé pour leur nourriture. Quand on sait que l'autosuffisance alimentaire n'est pas une réalité dans nos différents pays, comment anticipons-nous déjà ces incidences? Il y a aussi que Paris est impliqué dans cette crise-là, avec les sanctions qui pleuvent sur Moscou. On sait que le CAC 40 est présent en Russie, le MEDEF est présent en Russie. Si le président Poutine décidait de nationaliser les entreprises françaises qui se trouvent en Russie, pour rappel, la France est le premier investisseur en Russie, où quelques 160 000 Russes travaillent dans les entreprises françaises. Si donc ces entreprises françaises étaient nationalisées, il y aurait un manque à gagner à Paris d'un point de vue financier. Alors ce manque à gagner là, Paris pourrait le gagner ailleurs. Est-ce que cela ne pourrait pas susciter la chute du coût de nos matières premières qui seraient dès lors achetées à vil prix en vue de rattraper ce manque à gagner qu'aura suscité cette crise en Ukraine? À mon humble avis, l'Union africaine n'a pas déployé assez sa diplomatie de sorte à rencontrer ne serait-ce le président Poutine pour entendre sa version des faits, rencontrer l'OTAN de sorte à apporter une modeste médiation. Ça ferait rire, mais il serait temps que l'Afrique, que l'Union africaine apprenne à déployer sa diplomatie. On ne peut pas rester là pour nous aligner derrière les ex-puissances colonisatrices sans défendre les intérêts de nos pays, sans défendre les intérêts de l'Afrique. Voici quelques éléments de réponse que je vous apporterai. Pour vous, l'Afrique se doit d'avoir une position claire par rapport à ce qui se passe. Oui, il est temps maintenant pour l'Afrique d'apprendre à déployer sa propre diplomatie. Il n'est pas question de s'aligner tout derrière la Russie, derrière l'Ukraine, derrière la France, derrière l'Union européenne. Non, l'Afrique aussi a ses intérêts. L'Afrique de 1960 n'est pas l'Afrique de 2022. L'Afrique de 1990 n'est pas l'Afrique de 2022. Le monde de 1989, au moment de la chute du mur de Berlin, n'est pas le monde de 2022. Il est temps que l'Afrique apprenne à déployer sa propre diplomatie, de sorte à peser dans les relations économiques internationales pour défendre nos intérêts, aussi chétifs soient-ils. Pourtant, on a vu au niveau des Nations Unies, les pays africains qui sont membres au niveau des Nations Unies, ils ont passé au vote. On a vu des pays africains prendre des positions. Est-ce que ce n'est pas suffisant, ça? À mon avis, ce n'est pas suffisant. Ces pays qui prennent position, je ne pense pas qu'ils aient étudié forcément les intérêts de leur population. D'abord, quel est ce pays africain qui a consulté l'Assemblée nationale avant de se prononcer à l'Assemblée générale des Nations unies? C'est à juste titre que Dakar a refusé de voter à l'Assemblée générale des Nations unies portant sur la crise ukrainienne. Quel est ce pays, quel est ce pouvoir exécutif qui a pris le soin de consulter l'Assemblée nationale avant de s'aligner qui derrière la Russie, qui derrière l'Union européenne, qui derrière l'Ukraine? Il serait temps quand même, plus de 30 ans après le multipartisme dans nos différents pays, de consulter la population sur ces questions-là avant de se prononcer. C'est vrai que nos présidents, nos autorités ont des relations particulières avec certaines autorités européennes, mais quand même, il serait temps de nous consulter sur ces questions épineuses avant de se prononcer sur la scène internationale. Justement, en parlant des relations avec certains pays européens, Christian Betty, vous êtes centrafricain. Les pays occidentaux, les pays européens, c'est des partenaires historiques, traditionnels, appelez ça comme vous voulez, des pays africains, bien sûr, avec toute l'histoire de la colonisation et tout ça. Aujourd'hui, la Russie
commence à gagner un peu du terrain sur le continent africain. Et cette démarche ou ce rapprochement avec certains pays africains, y compris la Centrafrique, on parle en tout cas de certaines relations avec la Russie, ça semble déranger un tout petit peu certains partenaires traditionnels du continent africain. Absolument, absolument. Aujourd'hui, prenons l'exemple de la Centrafrique. La Russie est présente en République centrafricaine, ça c'est un secret de polichinelle. C'est bien pour ça que la Centrafrique défraie la chronique chaque semaine par rapport à la présence russe en République centrafricaine. Et cela dérange notamment des pays, particulièrement la France, les États-Unis et on va dire la majorité des pays qui sont constitués dans l'Union européenne. Mais ça c'est normal, c'est de bonne guerre parce que mon co-débatteur parlait précédemment de la guerre froide. Il y avait deux blocs qui s'affrontaient. Et aujourd'hui, même si ce n'est plus le même contexte, mais il y a toujours une certaine guerre qui se passe en filigrane. Donc, la Russie, aujourd'hui, cherche à affaiblir l'Europe, les États-Unis, l'Union européenne, l'Occident, d'une certaine manière, c'est de la géopolitique, en allant dans des pays qui étaient jadis des anciennes colonies, par exemple de la France et d'autres pays, en leur coupant l'herbe sous le pied. Et les États-Unis, plus particulièrement la France, veut aujourd'hui réduire l'influence russe en Afrique, parce qu'elle voit bien que depuis une décennie maintenant, la Russie est offensive au niveau de l'Afrique. Elle vient, elle s'installe pour ne pas bouger. Et maintenant, c'est les Africains qui doivent regarder leur intérêt. Est-ce que c'est une bonne chose que la Russie vienne s'installer, par exemple en Centrafrique ou que ce soit dans un autre pays en Afrique? Pour moi, je vous dis, en Centrafrique, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que la Russie soit venue en Centrafrique. Ça, c'est ma position personnelle. C'est une bonne chose. Il le fallait. Maintenant, c'est à nos dirigeants de savoir comment bien exploiter cette relation d'État à État. C'est à eux de tirer le meilleur profit pour nos populations. Et si ça gêne que ce soit la France, les États-Unis, l'Angleterre ou tous les autres pays, ce n'est pas notre problème. On doit pas en fait s'en faire par rapport à ce que les autres pays pensent avec qui on doit être. Non. Les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Si on a des intérêts à traiter avec la Russie, on traite avec la Russie et ceux qui ne sont pas contents, ça les regarde. Bon, vous direz que je n'ai pas été trop diplomate sur ce coup-là, mais c'est la vérité. Je comprends vos propos avec les images qu'on voyait là, avec le vote. Docteur Nguessan, vous êtes en Afrique de l'Ouest. Très récemment, il y a eu la situation entre un pays en particulier en Afrique de l'Ouest, le Mali, ça tournait au vinaigre avec la France, notamment avec en toile de fond le rapprochement, une certaine relation entre le Mali et la Russie. Vous avez entendu un Centrafricain évoquer un peu de cette relation. Est-ce qu'aujourd'hui la France, plutôt l'Afrique, n'a-t-il pas encore grandi assez pour aussi diversifier ses partenariats? On a toujours besoin de l'aval? Bon, 60 ans, 62 ans après les indépendances, il est quand même temps pour l'Afrique, pour nos différents pays, de prendre leurs responsabilités. Malheureusement, nos différents systèmes éducatifs ne sont pas en phase avec les intérêts stratégiques de notre époque. Rares sont les écoles du continent qui forment des ingénieurs de conception, qui puissent exploiter notre sous-sol, qui puissent contribuer à conserver et à transformer le peu que nous produisons. Ce qui fait que, bon gré, mal gré, nous sommes toujours obligés de nous tourner vers l'extérieur, vers les grandes puissances, pour exploiter notre sous-sol avec les conséquences que nous connaissons. Je pense quand même que 60 ans après les indépendances, il est temps de diversifier, ou alors d'avoir le choix quant à la diversification, quant au choix de ses partenaires économiques. De sorte à les mettre en concurrence, avoir l'offre qui nous sied, avoir les conditions qui nous sied,
avoir les prérequis qui pourraient arranger nos économies, de sorte à avoir le choix. 62 ans après l'indépendance, on ne peut tout de même pas rester encore entre les jambes de la puissance colonisatrice, toujours en train de céder, quel que soit le prix, quelles que soient les conditions, nos matières premières, nos travaux d'infrastructure, notre sécurité, la défense de nos territoires. Non, il y a quand même tant plus 60 ans après les indépendances que nous puissions prendre nos responsabilités. Mais c'est aussi un défi pour nous-mêmes de pouvoir apporter les réformes qu'il faut à notre système éducatif, de sorte à pouvoir avoir les compétences techniques requises dans nos différents pays pour exploiter maintenant notre sous-sol, pour conserver le peu que nous produisons, pour le transformer, pour ne pas dépendre entièrement de ces puissances colonisatrices, de sorte à avoir notre mot à dire. Il est grand temps. Gatabazi, est-ce que le conflit, ce conflit, certains présagent déjà une certaine division au niveau, sur l'échiquier international? Est-ce que vous voyez un peu le monde se déchirer, le monde des positions extrêmes s'installer par rapport à cette question qui est pour et qui est contre? Ce n'est pas une affaire de qui est pour, qui est contre. On fait deux rangées. Je crois qu'on a vu depuis quelques années les cartes se rabattre progressivement. Et l'Occident est en train de perdre pied petit à petit avec ce qu'on a appelé les pays émergents, tirés par la Chine. On a vu qu'il y avait un rapprochement très intéressant pour nous d'ailleurs entre la Chine, l'URSS, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Ce bloc-là n'a pas pu tenir pour diverses raisons, mais il existe déjà. Quand il y a des sanctions aujourd'hui, qui prend les sanctions? C'est toujours l'Occident qui sanctionne un autre État. Mais ce sont les Nations Unies, quand même. Ce sont des organisations oui, auxquelles le continent africain appartient. Tout le monde appartient. Oui, mais on parle de la Mappemonde. Les cartes sont redistribuées. Je crois que les sanctions contre la Russie, parce qu'on parle de la Russie, c'est l'Union européenne, ont permis à la Russie de se réorganiser, de se tourner beaucoup plus vers la Chine, de retirer ses réserves dans les banques occidentales et de les placer à la banque centrale chez eux, de diversifier, comme l'autre vient de le dire, de prospecter le marché africain et de venir proposer son expertise à l'Afrique, ce qui n'est pas pour nous embêter, loin de là, mais ça nous permet aussi d'avoir des choix. Et comme il le disait très bien, est-ce que nous ficelons très bien notre politique et notre stratégie pour dire qui est le mieux offrant pour nous? Je crois que c'est en train de venir quand on regarde la réforme de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous avons quand même des commissaires dans divers domaines à Addis Abeba. On a vu que l'Union africaine peut financer certaines de ses actions. Ça ne date pas de longtemps, mais c'est en train d'arriver. Donc, pour me résumer, qu'est-ce que je veux dire? Ce conflit est un autre conflit qui permet aux gens de se resituer par rapport aux influences. Et je suis convaincu, moi, personnellement, en regardant bien les choses, que l'Occident est en train de perdre pied et que ça va continuer. À tous les trois, et je commence par vous, docteur Nguessan, est-ce qu'on ne doit pas craindre que l'Afrique puisse être peut-être la prochaine Ukraine où les intérêts de ces grands-là puissent venir s'effroler? Est-ce qu'on ne doit pas craindre que l'Afrique puisse aussi, à un certain moment, être ce gâteau que tout le monde aimerait bien s'arracher, comme ça a été à Berlin en 1885?
Cher ami, ce n'est pas nouveau. Depuis le XVIe siècle, c'est cette portion du rôle qui est réservée à l'Afrique. Vous ne pas vous rappeler des tristes souvenirs, le conflit que vous avez connu chez vous, que nous avons connu chez nous en Côte d'Ivoire, dans tous ces pays-là. C'était des conflits liés aux intérêts de ces grandes puissances. Ce n'est pas nouveau. Nous avons toujours été objets, non sujets de notre histoire. Maintenant, c'est à nous, nous sommes assez grands, 60 ans après l'indépendance. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Nous avons l'Union africaine, nous avons les commissions économiques régionales. C'est à nous de savoir défendre nos intérêts. D'abord, les lister, voir comment les parler d'une seule voix. Il y a d'abord la libre circulation des biens des personnes à l'échelle du continent africain. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Oui, l'ASLEC. Les étudiants ivoiriens aujourd'hui pourraient aller étudier au Rwanda qui a fait fi du visa. Les étudiants ivoiriens aujourd'hui pourraient aller étudier en Afrique du Sud. Les étudiants centrafricains aujourd'hui devraient pouvoir venir étudier au Nigeria. Il nous revient à nous de savoir réellement ce que nous voulons, sinon nous serons toujours l'objet de ces grandes puissances. Ce n'est pas un secret pour personne, c'est à toutes ces rencontres, Union européenne, Chine-Afrique, Sochi, AGOA, qui détient l'Afrique, détient le monde. Non, il est temps quand même que nous refusions de nous faire percevoir comme des objets, comme la chose de l'autre, qui nous détient, devient le maître du monde. Non, c'est insultant, c'est méprisant. C'est le lexique du mépris à l'état pur. Qu'est-ce que nous faisons, nous aussi, pour ne pas être l'objet de ce marchandage dans les relations économiques internationales? Qu'attendons-nous, nous, pour renforcer nos relations dans nos différents États, de sorte à peser quelque chose dans la balance? Nous sommes encore dans les petites rivalités interétatiques, comme c'est tel pays qui a dit oui, tel autre État doit dire non. Non, non, il faut sortir de là. Il est temps quand même que nous, en Afrique, nous puissions avoir le courage, la sagesse de nourrir certains projets à l'échelle du continent. Nous puissions avoir une chaîne de télévision de l'Union africaine, que les forces en attente de l'UA deviennent une réalité, que nous puissions avoir des grandes universités, des centres de recherche et de développement à l'échelle du continent, que nous puissions avoir des satellites en commun, de sorte à avoir une marge d'autonomie, de sorte à avoir une marge d'autonomie décisionnelle. Tant que nous ne prendrons pas ces initiatives, que ce sera le plus grand plaisir pour nos présidents de se faire photographier à l'Élysée, nous serons toujours l'objet de... En tout cas, on aura compris vos propos combien édifiants. Et peut-être pour terminer également, Christian Betty, juste quelques secondes. Est-ce que, peu importe l'issue de ce conflit, peu importe, est-ce que le monde sera-t-il le même après cette expérience? Le monde n'est déjà plus le même. Dès que ce conflit a commencé, la donne a totalement changé. Donc, maintenant, c'est comme un changement de saison. Lorsque on rentre, par exemple, allons par exemple dans l'Occident, en hiver, on commence à acheter des manteaux parce qu'on sait qu'il va neiger. Donc, la saison a changé et maintenant, il faut que nous, en Afrique, nous puissions nous préparer à ce changement de saison. Je donne un exemple très simple. Nous avons une présence russe en Centrafrique et la présence russe existe également dans d'autres pays. Avec ce conflit, il y a de fortes chances que cette présence soit renforcée. Ça, c'est un. Avec ce conflit, il y a de fortes chances que les relations qui sont déjà tendues entre ces superpuissances, dont la Russie et certains pays européens comme la France, il y a de fortes chances que ces relations soient de plus en plus tendues sur notre terrain. Donc, le monde a déjà changé. Maintenant, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Ce conflit, pour moi, nous montre à nous, pays africains également, qu'un pays n'est rien sans son armée. Ça, c'est vrai. Parce qu'un pays n'est rien sans son armée.
Voilà, en tout cas, on aura compris vos propos. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire, mais vous savez, on n'a pas toujours le temps de notre côté. Permettez-moi de vous remercier tous les trois. Gatabazi Tite, qui est donc juriste et analyste politique, et également journaliste ici au Rwanda. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Merci également à Christian Betty qui intervenait depuis Bangui en République centrafricaine. Également, grand merci au docteur Sylvain Guessant qui intervenait depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci à tous les trois. Merci à nos téléspectateurs, surtout fidèles téléspectateurs de l'émission Majuscule Propos. Je m'appelle Eddy Sabiti. Merci beaucoup d'avoir été de nôtres. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Mais en attendant, restez bien fidèles à nos programmes.